Le Vélodrome qui retrouve la Ligue des Champions, ça fait pratiquement 3 ans que l'OM n'a pas disputé de match de C1 dans notre stade. Et cette défaite traumatisante contre Tottenham en novembre 2022, avec un scénario qui était cruel. Demain soir, c'est l'occasion de lancer une nouvelle campagne européenne qui j'espère sera belle. On va prendre les choses étape par étape. Il y a la réception de l'Ajax Amsterdam, qui est un titan du foot européen. On va analyser dans cette vidéo notre adversaire. On va parler de la compo olympienne. On a plusieurs solutions dans le 11 de départ. Le petit pronostic, l'actu, l'historique face à l'Ajax. On les a affrontés dans des périodes différentes. C'est parti pour l'avant-match. Installez-vous bien. Le petit pouce pour ceux qui ont envie. On va commencer par mes petits pronos avec les cotes Unibet. Pour ceux que ça intéresse, lien en description. Vous pouvez profiter de jusqu'à 100 € de bonus en freebet sur votre premier pari, juste après l'inscription. Pour les majeurs uniquement et parier en étant raisonnable en fonction de vos moyens. Faites attention, ne jouez pas l'argent que vous n'avez pas. C'est l'essentiel, c'est le principal. Jouez responsable. La victoire de l'OM est cotée à 1,44. Nous sommes favoris pour ce match. C'est une réalité, ce n'est pas être présomptueux. Aubameyang, buteur, qui a scoré contre l'Ajax il y a 2 ans chez eux et en inscrivant un triplé au Vélodrome, on s'en souvient avec ce retourné acrobatique. 2,09, la cote est intéressante. Vous avez le combo Aubame, buteur ou alors Mason Greenwood. Les deux atouts principaux de l'OM offensif à 1,39. Plus de 2 buts dans le match. Je sens quand même une rencontre avec pas mal de buts, assez ouverte. 1,50. Et l'OM qui gagne par au moins 2 buts d'écart à 2,13. Et puis j'ai donné aussi un petit score exact. Score final 3-1 à 8,81. Voilà mes propositions. Et je vais rajouter aussi un petit combiné avec une cote totale de 11,59 qui comprend l'OM vainqueur, Aubameyang buteur, plus de 2 buts dans le match et score exact de 3-1. Pour ceux qui veulent encore une fois, pour la team parieur, et soyez vigilants, pariez de manière raisonnable. Parlons de l'Ajax Amsterdam, qui est un titan du foot européen, je répète, même si en effet, ce club va pas bien du tout. Ils ont perdu en qualité, même par rapport à la saison précédente, et ils sont moins forts sur le papier que l'équipe qu'on a affrontée il y a 2 ans. En Europa League, ils ont perdu beaucoup d'atouts offensifs, mais il faut rester mesuré, il faut rester humble. On affronte une équipe et un club qui a vraiment l'ADN européenne et qui peut se transcender pour ce genre d'événement. Ils ont changé de coach cet été. C'est un ancien grand joueur de l'Ajax qui a pris sa place sur le banc. Il est déjà très critiqué par ses supporters, non pas par les résultats, mais plus par la production du jeu de l'équipe, qui est assez inquiétante. Parce que oui, les supporters de l'Ajax, ils ont un goût particulier, une relation spéciale par rapport au football. On sait très bien c'est quoi l'ADN de ce club, le 4-3-3 avec un style basé sur la possession, une qualité de jeu presque unique, qui est un peu comme le Barça. Il y a des clubs comme ça qui ont un football propre à eux, sauf qu'on ne le retrouve pas du côté de l'Ajax cette saison. Et d'ailleurs, ce qui frappe aux yeux, c'est que c'est une équipe qui n'a pas vraiment la possession plus que ça. En ce qui concerne l'effectif, il y a eu beaucoup de changements cet été, des départs importants, des joueurs cadres ont quitté le navire, comme Hato à Chelsea, Forbes à Bruges, Brobé à Sunderland. Il y a eu quelques bonnes arrivées malgré tout, notamment le défenseur central Atikura, international japonais. Gluck aussi, l'ancien joueur de Salzbourg, qui est un créateur, meneur de jeu, techniquement très intéressant. Et puis pour parler du 11 probable qui va débuter demain, ils ont des ailiers quand même assez percutants. Il faudra surveiller le petit Edvardsen qui est rapide, qui a du talent. Et God, ce côté gauche aussi, qui est un joueur qui dévore un peu les espaces, même s'il manque d'efficacité. Il est très critiqué parce qu'il est capable de rater l'immanquable et qu'il est assez irrégulier. Au milieu de terrain, attention à Taylor qui est un vrai bon joueur, avec une belle qualité technique, un gros QI foot. C'est un peu le métronome dans l'entrejeu. Et puis il y a Weghorst en pointe qui je pense va débuter. Un avant-centre puissant qui pèse sur les défenses. Un point d'appui, un point de fixation. Bon, même s'il a déjà 33 ans, il est passé par United, où il a marqué 0 but il y a 2 ans. Il a fait ses classes notamment en Allemagne, à Wolfsburg, où il a beaucoup scoré là-bas. C'est plus facile de marquer en Allemagne pour un avant-centre qu'ailleurs, certes. Et d'ailleurs, il avait commencé aux Pays-Bas, c'était à Alkmaar, il me semble, où il a été vraiment prolifique aussi. La faiblesse de ce 11 de départ, je dirais les latéraux, qui sont souvent mis en difficulté. C'est faible défensivement, il faut le dire. L'Ajax a battu Breda 2-1 ce week-end à domicile. Victoire très limite, compliquée. J'ai regardé la plupart du match. Ce qui m'a frappé aux yeux, c'est à quel point ils étaient mis en difficulté
sur chaque récupération de l'adversaire et sur chaque projection adverse. L'équipe était coupée en deux. Et puis ils avaient la possession la plupart du temps, mais ils n'en faisaient pas grand-chose au final. Si on regarde un peu leur match de Ligue des Champions contre l'Inter, franchement l'Inter ils ont géré, hein, ils ont gagné assez tranquillement, il n'y a pas eu photo. Ils ont eu aussi un choc contre le PSV Eindhoven où ils ont fait 2-2 à l'extérieur. Donc là pour le coup le match était assez équilibré. Quand on voit un petit peu le résumé, c'était un match nul équitable. Et si on parle vraiment des résultats, ils sont invaincus dans ce championnat hollandais pour l'instant. Mais en ayant fait 0 victoire à l'extérieur, c'est simple, hein, 3 matchs nuls. Et en étant dans le jeu assez inquiétant, cette équipe régresse, hein, tout simplement, année après année. Si je me base sur l'Ajax qu'on a joué il y a 2 ans, encore une fois, c'était meilleur que l'équipe qu'on va affronter demain soir. Pareil l'an passé, ils avaient des joueurs importants, dont certains qui sont partis, hein, comme Brobé, comme Atto. Donc on est favori demain, il ne faut pas se le cacher. C'est le match le plus prenable sur le papier des 8 matchs de poule, hein, qu'on va avoir. Ils auront quelques absences, est-ce que c'est préjudiciable? Je pense pas plus que ça. L'avant-centre Dolberg, qui est retourné à l'Ajax, lui qui a commencé là-bas, on s'en souvient, en 2016-2017. Ça doit vous parler parce qu'il est passé à Nice juste après, où il s'est enterré, hein, là-bas. Ça a été un joueur pétri de talent, gros espoir, qui n'a pas du tout confirmé et qui bascule de club en club saison après saison. Van den Bommel également est forfait, un milieu de terrain relayeur. Il y a un incertain, c'est le défenseur central Bass, à suivre, hein, s'il pourra tenir sa place demain soir. Si on se base sur les 2 matchs les plus importants de l'Ajax en début de saison, contre l'Inter et le PSV, dans les compos d'équipe qu'ils ont alignés, on remarque qu'il y a le même milieu de terrain, composé de Taylor, Klaassen et Rieger. Attention à Taylor, hein, je répète. Devant, les ailiers sont les mêmes, Edvardsson à droite et Götze à gauche. Attention à eux, surtout que l'Ajax devrait jouer en contre-attaque et eux c'est des joueurs du point de vue de leur vitesse, de leur percussion qui peuvent faire quelques différences. Voilà, après je sais qu'on a des super défenseurs qui sont aussi capables de les contenir heureusement. Je pense que Weghorst va débuter demain encore une fois parce que Dolberg, hein, n'est pas là. Et en défense centrale, on devrait retrouver Itakura aux côtés du Croate Sutalo, hein, expérimenté à ses côtés. Et puis au niveau des latéraux, ça devrait être Wijndal à gauche, à droite peut-être Gaé ou Rosa, j'en sais rien honnêtement. Quand je vous parlais de la perte de qualité de cette équipe, d'un point de vue intrinsèque, regardons un petit peu les valeurs marchandes des joueurs de l'Ajax. On remarque qu'il y a seulement 3 joueurs au-dessus de 20 millions d'euros. Alors des fois, hein, il ne faut pas toujours s'appuyer sur ça, mais c'est quand même un élément factuel qui veut dire que l'Ajax a régressé. Tout simplement, si on met la liste des joueurs de l'OM, il y a quand même plus de joueurs avec des montants plus importants. C'est quand même un site assez fiable, hein, je trouve, Transfer Market. On peut évaluer la qualité d'un joueur par rapport à son prix de manière juste. Taylor, j'en parlais tout à l'heure, milieu de terrain très intéressant, 28 millions d'euros. Sutalo, un international croate qui, à chaque fois que je commente la Croatie, est dans le 11 de départ. Gluck, j'en ai pas beaucoup parlé, mais attention à lui, par sa qualité technique, ses passes, ses ouvertures, sa vision du jeu. Il a du ballon. Et il va être titulaire, hein, je pense, demain. Et puis la nouvelle recrue Itakura en défense centrale. Sinon, c'est que des joueurs évalués à moins de 10 millions d'euros. Donc c'est un indicateur, hein, je répète uniquement, mais qui vous prouve que l'OM est bel et bien un favori sur le papier. Alors dans l'esprit, on se dit, quand on affronte l'Ajax, on va subir la possession adverse. Bon, là, ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi? On est à domicile. On est favori, et puis ils ont un peu perdu leur ADN, encore une fois, leur marque de fabrique, leur philosophie, avec leur jeu léché, leur 4-3-3, la possession à outrance, la verticalité, l'intensité, tout ça. Voilà, c'est un club en plein doute, en reconstruction, tout simplement, qui n'a pas des grandes ambitions en Ligue des Champions cette année, même s'ils vont tout faire pour aller au moins en barrage. Parlons de l'OM, après on reviendra un petit peu sur les clés du match dans quelques minutes. Alors quel système on doit mettre en place? J'ai un peu hésité, pourquoi? Ce qui est clair, c'est que je pense qu'on sera beaucoup plus à l'aise cette saison. C'est mon avis à l'instant T, hein. Peut-être que dans un mois, j'aurai un discours différent. Mais je pense que le 3-4-3, ça nous convient davantage. Ça permet de mettre Emerson et Weah dans les meilleures conditions. Et là, on parle de nos pistons qui sont les plus à l'aise, les plus méritants, même si Medina est un bon joueur et que Murillo ne démérite pas. Tiens, je viens de recevoir un message pour ma fête.
de ma maman que je remercie. Et oui, c'est la Saint-Raphaël aujourd'hui. Au moins quelqu'un qui a pensé. Bref, pour revenir à ce système de jeu, ça permet de rajouter un défenseur central. Et dans ce secteur-là, il y a beaucoup de joueurs de qualité. C'est dur pour De Zerbi de faire certains choix. Et au milieu de terrain, on ne peut pas dire qu'il y ait un joueur qui s'impose, mis à part la doublette danoise, Højbjerg et O'Reilly, qui est très complémentaire. Ça a fait beaucoup de bien à Højbjerg d'avoir son compatriote. Comme quoi, dans le foot, les complémentarités, les automatismes, ça aide beaucoup. Mais d'un côté, là, c'est un match à domicile. On aura la possession. Donc, mettre un milieu de terrain supplémentaire, un joueur de plus dans le cœur du jeu, ça peut être intéressant. Mais c'est pas parce que tu joues dans un système à 3 défenseurs centraux que tu vas être moins offensif. Vous êtes d'accord? On peut très bien jouer de manière assez haute. Avec nos pistons, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'ils seront beaucoup plus offensifs qu'en 4-2-3-1. Donc il y aura beaucoup de liberté pour Emerson, Weah, d'apporter des solutions dans le camp adverse. Donc voilà, je resterai en 3-4-2-1. Ça ne veut pas dire qu'on sera moins offensif qu'en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Est-ce qu'il vaut mieux mettre Aguerd en position de défenseur central axial en libéraux ou plutôt Balerdi? Disons que Aguerd, avec sa vitesse, est capable d'un peu plus de couvrir, de gérer la profondeur. Mais Balerdi a ses repères avec l'OM dans cette position de premier relanceur. Donc c'est pas évident d'y répondre. Les Pistons, sans surprise, je pense qu'il vaut mieux utiliser Weah dans ce rôle-là très offensif, très porté vers l'avant, que Murillo, même si lui aussi est capable d'apporter des solutions dans le camp adverse, des centres, des buts. On l'a vu vendredi. Mais je préfère Weah. À gauche, bien sûr, Emerson qui s'est adapté à une vitesse incroyable au jeu de De Zerbi. C'est impressionnant derrière comme il est fort. Dans les duels, tu as l'impression qu'il est infranchissable. Et il apporte aussi offensivement. Donc très content de son arrivée. Au milieu de terrain, on a la chance de retrouver un excellent Højbjerg au top niveau. Bon, il était temps d'un côté, ça faisait un petit moment qu'il était beaucoup moins bon. Bien aidé par O'Reilly, encore une fois, à ses côtés. Et offensivement, j'ai hésité à gauche entre Peixao et Guiri. Peixao, qui n'a pas eu de préparation physique, et ça c'est problématique. Quand tu prends un joueur qui est blessé pendant la prépa estivale, et par rapport à son style de jeu aussi, qui est explosif, forcément il a besoin de temps. Au niveau physique, tu ressens qu'il a du feu dans les jambes. Mais actuellement, il joue un peu contre nature, il joue trop simple, de manière trop scolaire. L'avantage, c'est qu'il connaît l'Ajax. Et ça, c'est pas rien, mentalement, ça peut le débloquer un petit peu, le mettre en confiance. J'ai hésité encore une fois, mais je préfère le faire entrer en deuxième mi-temps. J'ai envie de lancer Guiri sur l'aile gauche qui ne démérite pas malgré ses occasions ratées en ce début de saison. Mais il a apporté encore vendredi dans le jeu, dans ses remises, dans la construction tout simplement. Voilà, il faut l'encourager les gars, c'est un manque de confiance. Il manque ce petit but pour le débloquer parce que dans les matchs, dans le contenu, il apporte des choses à l'équipe. Il apporte des occasions, il apporte des bons ballons. Et le mettre côté gauche, c'est quand même un poste qu'il connaît. À Nice, à Rennes, en sélection, avec les jeunes à Lyon en Youth League. Il a déjà joué, il peut un petit peu permuter de temps en temps avec Aubameyang, repiquer dans l'axe. À la manière de Benzema qui s'excentrait côté gauche. Parce que oui, Guiri a du Benzema en lui. Toute proportion gardée dans ce rôle un peu de 9,5 d'avant-centre qui est fort dos au jeu. Mais ça reste un 9 Guiri les gars. Je sais que certains veulent le mettre en 10 dans un 4-2-3-1. Pourquoi pas quand on jouera en 4-2-3-1 pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore de mecs qui se sont imposés à ce poste-là. Angel Gomez, qui d'autre? Nadir. Faudra tester dans des matchs à domicile, mais je le préfère en 9, sauf qu'il y a Aubameyang qui bien sûr mérite sa place de titulaire dans un grand rendez-vous comme ça de Ligue des Champions. On compte sur son efficacité, sur ses appels en profondeur, sur son expérience. Il est en réussite face à l'Ajax, on s'en rappelle il y a 2 ans. Donc Aubame doit débuter. Vaz aussi doit rentrer en jeu. À chaque fois qu'il apparaît sur le terrain, il est dangereux, il obtient des occasions, il est percutant. Donc c'est prometteur, il me rappelle Bamba Dieng à ses débuts à l'OM. Et j'espère qu'il va s'imposer comme titulaire un jour à l'OM. Donc je compte sur Vaz en deuxième mi-temps. Et sur Peixao bien sûr. A noter que Rulli a joué dans les 2 clubs. Il est passé par l'Ajax, ça s'est pas très bien passé. Le seul point noir dans sa carrière, c'était pour la petite anecdote. J'espère vraiment qu'on va s'appuyer sur la dynamique. On a eu une semaine référence. Qui s'attendait à avoir 6 points sur 6 avec le match contre le PSG et à Strasbourg. Là, on est vraiment bien lancé. C'est beau ce qu'on a fait. Mais il faut être capable d'enchaîner. Et ça peut être vraiment une période incroyable pour l'OM de battre
Strasbourg, le PSG et l'Ajax en Ligue des Champions. On avait des doutes la plupart sur le mercato, sur le fait de changer autant de joueurs, encore une fois. Il faut reconnaître que l'équipe s'est améliorée en termes de qualité et que le jeu qu'on produit en ce moment, on n'aurait pas été capable de le faire l'an passé, où on était beaucoup plus limité dans certains secteurs de jeu. La logique de ce que veut faire Benassia, qui nous répète dans les interviews, il veut que l'équipe s'améliore année après année. Il nous a promis que si on se requalifie en Ligue des Champions, on aura un effectif encore meilleur l'été prochain. Ben, je comprends mieux là. Je comprends mieux, sachant que objectivement, quand on voit l'équipe qui a joué contre l'Ajax il y a 2 ans, on a débuté avec Gigot, Verretou, Kondogbia dans le 11 de départ. Voilà, l'OM a progressé au niveau intrinsèque. L'Ajax, je répète, a plutôt régressé. Et même sur l'aspect de la motivation, mentalement, quand on voit un petit peu l'équipe dans le vestiaire, l'envie qu'il y a avec De Zerbi, on ressent que ce groupe a envie de faire des très belles choses. Et ça, on l'avait ressenti pendant la préparation déjà, souvenez-vous. On avait fait une bonne campagne de matchs amicaux, avec ce dernier match contre Aston Villa. Mais ça a été gâché, il y a eu un épisode avec la bagarre Rabiot-Oro et aussi le match raté contre Rennes, je le reconnais. Même si on remarque quand même que jouer à 11 contre 10, c'est pas toujours un avantage quand tu vois le match de Rennes contre Lens hier. Et que ça fait relativiser la deuxième mi-temps qu'on a faite à Lyon, où je disais qu'on avait fait jeu égal à Lyon. Au final, la défaite était totalement méritée. Parce que là, c'était l'inverse, c'était Lyon qui était en supériorité numérique. Bref, je ressens l'OM motivé cette saison de faire des belles choses. Et ça, c'est important d'avoir un effectif, un groupe qui n'est pas en fin de cycle. Parce que des fois, tu gardes un même effectif, mais il n'y a plus l'envie de gagner. Il n'y a plus l'envie. Tu as besoin de te régénérer. Comme disait Deschamps, même s'il précisait que c'était après avoir gagné quelque chose. Mais quand il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, en général, ils ont envie de prouver, de réussir à l'OM, de faire des belles choses. Tandis que parfois, il y a des joueurs qui sont là depuis des années, tiens, Benassia en parlait, qui sont cantonnés à un rôle de remplaçant, qui n'ont plus la grinta, qui n'ont plus faim. Et ça, Longoria, c'est aussi son management, sa méthode. C'est pourquoi, partout où il passe, il veut changer les choses un maximum chaque été pour amener une nouvelle dynamique à son groupe. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Demain soir, on doit s'imposer, on est clairement favori. Ce n'est pas manquer de respect à l'Ajax, qui, je répète, est un grand nom du foot européen. Mais ils ne sont pas sur un bon début de saison, loin de là. Ils ont plus un effectif niveau Europa League, on va dire. C'est la vérité. Offensivement, ils n'ont pas des joueurs de grand talent qui m'inquiètent, qui me font peur. Surtout quand on voit, au contraire, la qualité de nos défenseurs. Attention quand même à Götze, côté gauche, qui a de la qualité avec sa percussion, qui est capable, avec des espaces, de faire mal, même si devant le but, il est capable de foirer des grosses occasions. Et puis, c'est un match de Ligue des Champions qui demande de la concentration pendant 90 minutes, une certaine exigence au niveau physique, au niveau de l'intensité. Donc, à l'OM, devant tout son peuple au Vélodrome, devant un stade qui va être en fusion, de faire le match qu'il faut, tout simplement. Les supporters de l'Ajax ne seront pas présents. Faut dire, les gars, qu'il y avait un gros risque d'incident. Parce que l'Ajax, ils ont un certain nombre d'hooligans dans leur rang à chaque déplacement. C'est la vérité, c'est la réalité. C'est pour ça que l'UEFA a pris une telle décision, qui est rare, d'interdire les supporters adverses. Il y a quelques années, c'était jamais le cas. Et on sait que le parquage visiteur au Vélodrome, il est à côté du virage nord. Donc forcément, des fois, il y a des échanges un peu chauds, un peu virulents. Et c'est pas plus mal aussi, surtout en dehors du stade, la veille de match, c'est pas facile de tenir 3-4 000 supporters adverses parce qu'en Coupe d'Europe, t'as pas 500 personnes qui arrivent à Marseille. T'as 3-4 000, c'est plein à craquer. Donc oui, il y a des supporters dangereux, des hooligans à l'Ajax. C'est pas une nouveauté dans le championnat hollandais. Il y a souvent des contingents d'hooligans dans chaque club. Voilà. On se rappelle certains déplacements de supporters marseillais, notamment aux Pays-Bas, assez récents, où c'était assez chaud. Et c'est dommage, bien sûr, ça aurait rajouté du piment au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, d'avoir un parquage plein des supporters de l'Ajax au Vélodrome, dans un match de Ligue des Champions. Mais d'un côté, c'est peut-être pas plus mal. S'il y aurait eu quelques incidents, vous connaissez la chanson, Vélodrome à huis clos, virage nord fermé, et ça, c'est interdit pour les prochains matchs de Ligue des Champions, pour le soutien à l'équipe et pour la fête au stade, tout simplement. Voilà, j'espère que pour les prochains matchs, il y aura les supporters de l'Atalanta, je pense que oui, de Newcastle et de Liverpool.
ça devrait aller. Parlons de l'historique contre l'Ajax. On les a affrontés bien sûr en 2023, il y a 2 ans. C'était 2 matchs très ouverts. L'OM allait très mal, on était en crise dès le début de saison. Je me rappelle que c'était à Bordonado. Le coach de l'équipe dans le match à l'extérieur, on avait fait 3 partout, match très ouvert avec des grosses erreurs défensives de chaque côté. Et au match retour, on gagne 4-3 dans un match aussi renversant, spectaculaire, avec le fameux triplé d'Aubameyang qui, après avoir marqué son retourné acrobatique, défie le virage nord droit dans les yeux parce qu'il avait été sifflé quelques jours plus tôt contre Lille et ça avait lancé sa saison. Mais bon, l'Ajax, offensivement, avait des gros atouts dans cette confrontation directe qu'ils ont moins cette saison. On les a affrontés pour la première fois à la période de Cruyff, un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. En 1971, l'OM aussi était dans une bonne période avec Marcel Leclerc, un président, un des plus grands présidents qu'on ait eu, et avec dans nos rangs Skoblar, Magnusson. On perd 2-1 au Vélodrome dans un match assez serré et ensuite on se fait balader chez eux avec une défaite 4-1. Mais l'Ajax était tenant du titre en Ligue des Champions et avait gagné aussi la Ligue des Champions cette même saison-là contre l'Inter en finale. Et à noter que c'était la première campagne de Ligue des Champions de l'OM dans son histoire en 1971. Un grand moment pour le Vélodrome de l'époque et pour la période Marcel Leclerc qui a bercé beaucoup de nos anciens. Ensuite, on les affronte pour la 2e fois dans l'autre grande période de l'histoire de l'OM, au début de l'ère tapis. Je me rappelle les cassettes VHS que j'avais chez moi. La saison 87-88, en demi-finale de C2. Alors, c'était un grand moment, parce que c'était le premier gros match européen sous l'ère tapis. Le stade était plein à craquer. Il y avait chez nous Papin, Aloft, l'avant-centre allemand. En défense, il y avait le fameux Karl-Heinz Forster, libéraux très élégant, un des meilleurs joueurs du monde pour l'époque. On s'impose là-bas au match retour. C'est la première fois qu'un club français gagne à l'Ajax Amsterdam en 88. Mais au match aller, on s'était fait balader avec une défaite, il me semble, 3-0. Enfin bon, il n'y avait pas eu photo. L'Ajax était bien meilleur et c'était les débuts de l'ère tapis. On commençait notre projet. C'était, je crois, la 2e saison sous la présidence de Tonton Bernard. On les a affrontés aussi sous Eric Guéret en 2009 avec la période Cherou, Mamadou Niang, tout ça. On se qualifie même au match retour chez eux en prolongation avec le but du fameux Mirtz. On a retenu que ça de son passage à l'OM. Il y avait d'ailleurs Luis Suarez qui jouait à l'Ajax, qui avait marqué au Vélodrome au match aller. Et donc on se qualifie au match retour chez eux en quart de finale de Coupe UEFA. C'était en C3. Voilà pour le côté historique. Petit tour sur l'actualité rapidement. Rabiot qui est monstrueux avec le Milan AC. Il a fait un gros match hier contre Naples. D'ailleurs il va retourner à la Juventus Turin le week-end prochain. Il y a Juve Milan. On verra l'accueil qu'il va recevoir. Mais à mon avis ça va pas être top connaissant la rivalité entre les deux équipes. Mais en tout cas Rabiot est excellent avec le Milan AC. Ils sont très contents de l'avoir. On le savait qu'on avait perdu un super joueur au milieu de terrain. J'ai pas envie de remuer le couteau. C'était une petite parenthèse là-dessus. Lyon s'est imposé hier à Lille. C'est important pour la course au podium. Ils ont 3 points d'avance sur l'OM actuellement. Je dis pas que Lyon va gagner tous ces matchs. Forcément, ils auront quelques faux pas. Mais ils seront peut-être dans la course pour la qualif en Ligue des Champions. Ils ont un vrai collectif cette saison. Une grosse solidité défensive. Même s'ils sont en réussite maximale. Parce que quand on voit les occasions qu'ils concèdent à Lens, à Lille... Mais c'est beau quand même de gagner ces matchs-là à l'extérieur avec un effectif amoindri en termes de qualité. Ils ont aussi un gardien très performant, que ce soit leur gardien remplaçant là, Grief et Descamps qui est blessé en ce moment. Donc Lyon prend les points avec des victoires à l'arraché. Mais vous savez, en Ligue 1, il y a eu beaucoup de deuxièmes dans l'historique. Je me rappelle de Lille sous René Girard, de l'OM sous Elie Bopp et sous Villas-Boas, qui n'étaient pas flamboyants dans le jeu, mais qui gagnaient les matchs qu'il fallait, qui avait un vrai collectif, une vraie solidité et solidarité tout simplement. Même si, encore une fois, Lyon connaîtra quelques défaites, ils ont aussi la Coupe d'Europe, ils n'ont pas un effectif très large, mais il faudra quand même les surveiller. Et ça me rappelle encore une fois certaines périodes à l'OM en 2013 et en 2020. Olivier Létang d'ailleurs s'est énervé après le match par rapport à l'arbitrage. Écoutez, Longoria l'avait dénoncé l'an passé, personne ne l'a suivi. Parce que Létang, il a parlé du problème global de l'arbitrage en France. Et on sait très bien à quel point Longoria a été mis de côté par ses collègues présidents la saison dernière. Ils en ont profité pour lui cracher dessus, parce qu'il représente l'OM, un club clivant.
Mais là, quand c'est les temps, il n'y a pas les mêmes réactions de ses collègues. Donc c'est bien fait pour lui, hein, tout simplement. On va pas être solidaire avec ça. Qui se débrouille. Pour l'instant, l'OM, au niveau de l'arbitrage, en Ligue 1, je précise, parce qu'en Ligue des Champions, on s'est fait carrer à Madrid, on le sait. Ça va. En Ligue 1, on n'a pas à se plaindre. Même si, encore une fois, pour le match à Strasbourg, au final, Aguerd ne méritait pas d'être expulsé, parce que l'arbitre l'a très bien expliqué à Téléfoot. On a entendu un passage là-dessus, qu'il y avait faute de Emega juste avant. Sinon, Aguerd aurait reçu un deuxième carton jaune. La seule décision qui a été plutôt favorable à l'OM pour l'instant en Ligue 1, c'est le carton rouge pour Lorient en début de match. Là. Quand on obtient ce penalty, la double sanction était sévère. Faut le reconnaître, mais bon, je pense qu'on aurait quand même gagné. Hein. Même à 11 contre 11, ça nous a un peu facilité la tâche. Sinon, Rennes qui a pris son carton rouge, c'était logique la première journée. Nous-mêmes, on a pris un rouge qui était totalement logique à Lyon. Voilà, l'arbitrage, on n'est pas défavorisé, mais on n'est pas avantagé non plus en début de saison en Ligue 1, mis à part peut-être le match contre Lorient. Et pour une fois, il n'y a pas d'erreur notable contre l'OM au bout de 6 journées. Voilà. Je m'arrête là les amis, rendez-vous en live, hein, bien sûr demain, on va commenter le match. Je compte sur vous pour être présent, ça va être le feu. Avec une telle importance, un tel rendez-vous, je vais être en ébullition. Je sais que vous aussi, vous serez chaud bouillant. On va prendre l'antenne vers 19h30. N'hésitez pas à liker la vidéo. Merci à tous ceux qui le font. C'est toujours aussi important pour le soutien. Et encore une fois, la team parieur, ceux qui veulent mettre un petit pronostic avec les cotes Unibet, le lien est en description. Profitez de l'offre de bienvenue qui vous est accordée. Votre premier pari, il est remboursé s'il est perdant. Jusqu'à 100 € de mise en free bet. Voilà, ça me soutient ceux qui le font, ceux qui passent par mon lien. Mais je précise encore une fois, je le répète, soyez raisonnables dans vos mises. Ne jouez pas l'argent que vous n'avez pas. Et parier sur les jeux d'argent, ça s'adresse uniquement aux majeurs. Interdit pour les moins de 18 ans, pour les mineurs, tout simplement. Allez l'OM, demain, prenez les 3 points. Et on aura bien commencé notre campagne de Ligue des Champions. Parce que moi, j'aurais signé pour 3 points sur 6 en ayant joué le Real Madrid lors de la première journée. Forza l'Olympique!